Parfait. Donc, bonjour, bienvenue. Merci d'être ici avec nous pour discuter du programme de baccalauréat en sciences biomédicales. Donc, comme on a déjà fait tantôt une petite présentation, on va faire exactement la même procédure. Si vous avez des questions, même pendant la présentation, vous pouvez les mettre dans le chat. Puis, on va essayer de les répondre à mesure qu'on avance, parce que des fois, il y a des choses que c'est bien d'être capable de discuter quand on le présente qu'à la fin. Puis, à la fin, on pourra ouvrir les micros, puis vous pouvez poser des questions, tout ce que vous voulez savoir sur le programme de sciences médicales. Donc, un petit plan. Donc, on va nous présenter au début. On va présenter le programme, l'admission du programme, puis les profils, les stages, la vie étudiante que Ariane va nous parler. Puis, finalement, la diplomation, pas nécessairement la diplomation, mais qu'est-ce qui vient après la diplomation. Donc, pour nous, les conférenciers, je vais laisser Ariane partir. Donc, bonjour tout le monde. Moi, dans le fond, je suis étudiante en troisième année du bac en sciences biomédicales. Je suis très impliquée aussi dans la vie étudiante, d'où pourquoi c'est moi qui peux vous en parler. Je suis dans le comité de programme, qui dans le fond est le comité là, qui permet l'amélioration continue du programme, si on veut. Et je suis coordonnatrice du RESBUL, c'est-à-dire le regroupement des étudiants et étudiantes en sciences biomédicales de l'Université Laval. Donc, c'est vraiment là, notre association étudiante qui va organiser tout plein d'activités que je vais vous expliquer un peu là, tout à l'heure. Merci, Ariane. Donc, je suis Darren Richard. Je suis le directeur du programme de sciences biomédicales maintenant depuis quelques années maintenant. Je commence en 2015 comme directeur de programme. Le programme existe depuis 2010. Donc, je suis également professeur à la faculté de médecine. Je suis pharmacologue de formation et je suis chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec. On en parlait un petit peu plus tantôt, la structure de la recherche à Québec. Donc, sachez simplement qu'actuellement, je suis dans mon bureau, dans mon laboratoire au Centre de recherche du CHU de Québec et le pavillon, c'est l'Hôtel-Dieu de Québec, donc dans le Vieux-Québec. Vous présenter rapidement le programme, les grandes lignes du programme. Donc, vous savez que c'est des programmes de 3 ans, 95 crédits. C'est un programme qui a été créé bifacultaire, donc ça a été créé par des professeurs à la faculté de médecine, mais également en sciences et génie. Donc, il y a des cours à la faculté de médecine, mais également des cours en sciences et génie. On peut penser beaucoup au niveau des laboratoires de formation qui sont au niveau de la faculté de sciences et génie. Il a été élaboré par des professeurs-chercheurs, donc des professeurs qui font de la recherche, puis complètement construit de A à Z selon une approche programme. C'est quoi une approche programme? Bien, au lieu de regarder des cours puis assembler des cours qui existent déjà pour faire un programme, les cours ont été créés avec une approche pour aller remplir finalement les objectifs du programme, de la formation. On offre plusieurs choses au niveau du programme qui est très intéressant. Donc, nous, le succès des étudiants est très important. Donc, on offre beaucoup de tutorat. Tutorat au niveau des étudiants, donc formel au niveau des cours. On a des programmes de tutorat annuellement au niveau de la première année. On a aussi, les étudiants sont très, très impliqués avec nous sur ces points donc, les plus grands aident les plus jeunes. Donc, le tutorat un peu informel, organisé par groupe, par cours pour les étudiants, par les étudiants. Et aussi un tutorat au niveau des profs. Donc, on aime bien que les étudiants connaissent bien les personnes qui sont dans le programme, les professeurs-chercheurs finalement qui vont leur donner des cours. Donc, on offre cette jumelage entre les professeurs et les étudiants. Donc, on appelle ça un tutorat au niveau des professeurs pour les étudiants. Donc, Ariane Assé, elle peut venir me voir n'importe quand pour parler, même si je suis son directeur, mais même si je n'étais pas son directeur de programme, on pourrait discuter de c'est quoi la recherche, qu'est-ce qu'on fait dans ce programme et pourquoi ce programme. Il y a aussi beaucoup de stages. Donc, on a un programme qui est fondé sur des stages. On a des stages d'été et des stages pendant la session. Mais les stages d'été, ce qui est intéressant, c'est que c'est rémunéré. Donc, les étudiants sont payés pour des stages. Et ce stage rémunéré est assuré dans la deuxième année. Donc, après la deuxième année, au niveau de l'été de la deuxième année.
tout ça, finalement, pour le but du programme, c'est offrir aux étudiants vraiment des expériences qui sont authentiques, des vraies expériences en recherche. Donc, en recherche de la santé. La recherche de la santé, c'est très, très large. On en parlera un petit peu plus tard. Oui, laboratoire que vous imaginez, mais aussi des laboratoires qui sont cliniques, des laboratoires virtuels. Il y a pas mal tout ce qui existe maintenant en recherche. Donc, on en parlera un petit peu plus tard. Mais au début, on va vous parler comment rentrer dans ce programme. Donc, l'admission. Donc, l'admission, bien sûr, on est un programme. Je pense que tout le monde le sait ici qu'on est un programme qui est contingenté. Donc, on a une capacité d'accueil qui est de 50 étudiants minimalement, mais on le limite à 80 étudiants par année. Donc, la raison qu'on le limite à 80 étudiants par année, ce n'est pas parce qu'on ne voudrait pas prendre plus d'étudiants, mais on est limité par les infrastructures. Si on parle des infrastructures de laboratoire, c'est sûr que les laboratoires de formation, on ne peut pas les remplir à craquer. Donc, il faut que les étudiants aient de la place. Donc, c'est important qu'on maintienne ce niveau à 80 étudiants par année. Dans le processus de l'admission, on a deux structures. Donc, une première structure, qu'on a une cote minimale d'entrée. Donc, les étudiants doivent avoir le cote minimale d'entrée pour être capable d'accéder au programme. C'est une CRC, donc un cote collégial de 27,5. Et par la suite, il y a aussi une évaluation CASPAR. Donc, tous les étudiants qui appliquent au programme vont faire l'évaluation CASPAR. Certains d'entre vous le connaissez. Donc, c'est un test de jugement situationnel en ligne. Et donc, tous les étudiants vont regarder le CRC, bien sûr, pour s'assurer que les étudiants ont le code minimal. Puis ensuite de ça, on va mettre les étudiants en ordre de leur évaluation de CASPAR et on va faire des offres à partir des meilleurs jusqu'à temps qu'on remplisse nos 80 places. On m'a demandé tantôt, c'est les différentes situations, cette liste-là. Si vous voulez vraiment savoir la liste, on a autour de 350 demandes par année. On a 80 places. On fait des offres normalement au premier 100. Puis normalement, on se rend dans les environs de 120, 150 offres d'admission dans le programme. Donc, à peu près, presque la moitié des demandes qu'on reçoit, on fait des offres. On offre aussi des passerelles, donc c'est des places qui sont réservées pour des ententes avec les deck-back, en tout cas les deck-back, mais les decks techniques dans certains programmes au niveau du cégep. C'est au niveau du site web. Je vais demander à Ariane, est-ce que tu pourrais mettre dans le chat le lien vers le site web du programme de la faculté de médecine pour que les étudiants peuvent le trouver facilement. Donc, au niveau des decks techniques, les places réservées. On a aussi des places réservées pour les candidats Premières Nations Inuit Québec. Puis, on a un nouveau programme cette année pour l'admission. C'est des places qui sont réservées pour des candidats québécois qui sont issus de milieux à faible revenu. C'est un programme qui existe maintenant dans presque tous les programmes de la faculté de médecine. C'est un programme qui est très intéressant, qui offre également un support financier aux étudiants qui vont prendre ces places réservées qui proviennent de milieux de faible revenu. Merci, Ariane. Donc, le cheminement dans le programme. Le cheminement de programme, globalement, bon, je sais que c'est un schéma un petit peu compliqué, mais inquiétez-vous pas, il y a plein de flèches. Mais bon, en sciences, on voit plein de flèches, puis plein de couleurs. C'est important, mais ce qui est plus important, c'est cette ligne rouge qui divise un peu cette section ici de la première section. Donc, dans la première section, c'est vraiment ce que vous êtes habitués. Donc là, je vais laisser Ariane, elle l'a tellement bien fait tantôt, de parler de cette première expérience dans le programme. Oui, donc la première moitié là, du programme, c'est vraiment la partie qu'on a un peu plus théorique. Donc, il y a beaucoup, ça va être des cours magistraux, mais on a aussi vraiment des expériences de laboratoire, mais des laboratoires de formation. Donc, si on voit laboratoire de biochimie générale dans la première session, à la troisième, on a biologie moléculaire, on a microbiologie aussi. Donc, ça nous permet vraiment de voir des techniques de labo là, qui vont pouvoir être utilisées ensuite dans nos stages. Puis, c'est tous des laboratoires là, qui sont vraiment pertinents et qui nous sont vraiment utiles. Sinon, on a aussi des laboratoires d'anatomie qui se font, dans le fond, avec les cours de corps humain. Donc, ça nous permet vraiment de pouvoir observer les différents systèmes là, sur les corps.
Donc, c'est ça, c'est vraiment la première partie un peu plus théorique, là, mais qui est quand même très intéressante et surtout qui nous donne des bases vraiment nécessaires là, pour aller dans le côté plus laboratoire ensuite, là. Super, merci beaucoup, Ariane. Donc, par la suite de ces cours plus magistraux, on traverse cette ligne rouge. Puis on se ramasse dans des cours un petit peu plus qui font un peu un aspect intéressant au niveau du programme. Donc, cette session H4 qu'on appelle, ou les étudiants l'appellent la session intensive. La raison qu'ils l'appellent la session intensive, c'est que les cours se donnent un à la suite de l'autre. Donc, ici, vraiment, les cours sont donnés selon la structure que vous connaissez bien, 1 ou 2 cours par semaine, à l'intérieur d'un horaire qui peut être un peu variable, mais que bon, vous avez vos cours à l'intérieur de votre horaire. Et ici, ben, l'horaire de tous les jours, c'est le même cours. Donc, vous commencez le matin jusqu'en après-midi. Avec le premier cours, par exemple, ici, c'est le cours de maladies infectieuses, immunité. Donc, le côté vous allez apprendre sur les virus, sur les bactéries et aussi les pathologies humaines des maladies infectieuses. Donc, les étudiants sont là-dedans pendant 3 semaines et ils vont voir passer les professeurs-chercheurs qui vont venir présenter des thématiques sur ce grand thème. Puis, donc, il va y avoir des évaluations, il va y avoir des structures, des présentations, des travaux de groupe à l'intérieur de ce cours-là pendant 3 semaines. Par la suite, on va passer au prochain cours, qui est un cours d'oncologie cellulaire et moléculaire, mais aussi des aspects cliniques. C'est un cours que je connais bien parce que je suis co-responsable de ce cours. Donc, encore là, les étudiants vont rester avec nous pendant les 3 semaines, puis ils vont faire des activités à l'intérieur de cette thématique. C'est la même chose, neurosciences ici, endocrinologie, reproduction et santé cardiovasculaire. Donc, tout ça à l'intérieur d'une session, un après l'autre. Donc, c'est intense, mais les étudiants nous le disent, puis Ariane pourra me confirmer que c'est une des sessions les plus appréciées du programme. Est-ce que j'ai raison, Ariane? Ah, absolument. C'est une des sessions, on ne l'appelle pas comme ça pour rien, là, c'est une des sessions les plus intenses. Mais une fois qu'on en sort, c'est une de nos plus belles sessions aussi, là. Les cours sont vraiment intéressants, puis les profs sont super le fun, là. C'est ça. Donc, aussi, ça prépare les étudiants à ce qui vient après, le côté de la recherche, donc les stages. Parce qu'ici, ils vont voir passer plusieurs chercheurs, donc des chercheurs qui travaillent dans le domaine, qui vont venir leur présenter, oui, la thématique, mais aussi un peu ce qu'ils font dans cette thématique-là. Puis c'est là que les étudiants, OK, lui, il fait telle chose, ça c'est super intéressant, je suis intéressé par ça. Je vais aller discuter avec lui suite au cours ou elle, puis on va parler, par exemple, de la possibilité de stage de recherche. Donc, ça prépare les étudiants au stage. On a beaucoup de choses pour préparer les étudiants au stage. On les outille très bien pour ça, mais ça prépare pour ce stage d'été qui est obligatoire dans le programme. Il y a d'autres possibilités de stage, on verra ça plus tard, mais ce stage ici est obligatoire et les étudiants sont très, très bien préparés pour intégrer une équipe de recherche qu'ils vont choisir eux-mêmes. Puis, c'est un stage qui est encore là, rémunéré, comme j'ai dit tantôt. Et tout ça amène les étudiants dans la dernière année. Et la dernière année, c'est assez intense recherche. Il y a encore des cours, il y a encore des activités thématiques. Mais on arrive dans cette session d'automne, dans les champs d'immersion, ces champs d'immersion dans lesquels se trouve actuellement Ariane. Donc, Ariane, tu veux nous donner un bref aperçu des champs d'immersion? Absolument. Les champs d'immersion, dans le fond, c'est des mini-stages. Donc, au lieu d'être un stage d'environ 15 semaines, comme on fait habituellement en été, c'est des stages plutôt de 7 semaines. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une immersion, justement, dans un domaine qu'on n'a pas nécessairement là, eu de contact encore avec. Donc, ça nous permet vraiment de voir des techniques qu'on n'a pas nécessairement vues encore, de connaître des nouveaux projets et même de connaître peut-être des sujets qu'on ne savait pas qu'on aimerait pour notre stage final là, à l'hiver ensuite. Donc, c'est ça, on choisit dans le fond là, dans les différents choix qui sont tous listés ici. Puis, évidemment, selon ce qui est disponible, on fait dans le fond 2 champs d'immersion, donc 2 petits stages. Chaque stage qui est suivi d'une présentation et d'un rapport. Puis les présentations, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que ça nous permet justement de nous habituer à faire des colloques pour ce qui s'en vient finalement parce qu'en recherche, on en fait souvent des présentations, présenter nos résultats, nos projets.
Donc, c'est vraiment une session très intéressante là, pour avoir plus d'expérience là-dedans, puis s'habituer à présenter et surtout à être en laboratoire. Ah, merci beaucoup, Ariane. Puis, être dans le laboratoire dans une session qui est assez occupée, parce que la session d'automne, je dois dire, c'est probablement la session qui est la plus occupée en recherche. On a beaucoup, beaucoup d'activités en centre de recherche. Il y a des intervenants qui viennent, il y a des étudiants qui commencent, bien sûr, des stagiaires qui sont présents. Il y a beaucoup de conférences, beaucoup d'activités. Donc, c'est une session qui vaut la peine d'être vécue par un étudiant au bac pour savoir un peu c'est quoi le milieu de la recherche. Donc, c'est une activité qu'on apprécie beaucoup, que ce soit comme chercheur, professeur, mais aussi les étudiants. Puis on ajoute à ça un petit cours qui se fait très bien aussi à distance. C'est un cours d'assurance qualité. Les étudiants vont voir des aspects d'assurance qualité très importants pour du travail de laboratoire. Qui nous amène vers le stage final, donc le stage terminal à la fin du baccalauréat. Et ce stage, rendu là, les étudiants savent qu'est-ce qu'ils aiment bien en recherche. Ils connaissent le milieu pour être capables de choisir vraiment le milieu pour eux dans lequel ils vont intégrer et faire un projet de baccalauréat. Donc, ils vont travailler sur un projet. Ils travaillent toujours sur des projets, mais là, c'est vraiment leur projet de baccalauréat pour la fin. Ils vont faire un rapport et une présentation lors d'un colloque. Sous forme de poster, d'affiches dans lesquelles ils vont présenter avec leurs collègues leurs résultats de recherche. Comme mentionné par Ariane, très important en recherche d'être capable de communiquer la science. Donc, on le fait beaucoup au niveau, oui, entre étudiants et professeurs, mais aussi entre pairs, entre étudiants. Donc, c'est une activité qui est très, très intéressante pour les étudiants, pour bien les former, pour potentiellement s'en aller vers la recherche ou dans d'autres domaines, parce que vous savez, la communication, c'est tellement important. Peu importe le domaine qu'on va choisir, on doit être capable de communiquer ce qu'on fait, ce qu'on travaille dessus, nos idées et nos perspectives. C'est sûr qu'à travers de tout ça, on n'a pas juste des cours qui sont obligatoires, donc des cours du programme, on a aussi des cours à options. Donc, on met les options un peu partout à travers du cheminement des étudiants pour qu'il y ait des bons fits. On a des règles pour les options. Donc, on a une règle d'option de langue, on a une règle d'option d'éthique. On met ici à la fin de la formation des étudiants. C'est un cours qui est bien placé parce que c'est un cours qu'on a développé au niveau du programme. Ça s'appelle bioéthique et qui a une place parfaite avec le stage final. Donc, ça permet aux étudiants de vraiment de voir les grandes questions éthiques par rapport à la recherche, par rapport à la santé humaine et l'application de cette recherche au niveau des patients. Donc, c'est super intéressant. Puis, ensuite de ça, des cours de communication scientifique. Donc, on ne vous lance pas simplement à faire des communications. On vous forme pour ces communications. Il y a des excellents cours à l'Université Laval pour vous former pour la communication scientifique. Des cours qui sont hors discipline, donc on vous sort un peu de la faculté de médecine, on vous envoie ce qui vous intéresse un peu à gauche, à droite dans les divers programmes qui ne sont pas du discipline des sciences biomédicales. Donc, ça vous permet de faire des cours dans votre intérêt. Donc, par exemple, vous êtes intéressé par la musique, oui, vous pouvez faire un cours de musique à l'intérieur de cette règle des cours hors discipline. Il y a une liste, mais on est capable vraiment de jouer sur cette liste-là parce que certains d'entre vous allez voir la liste. La liste est là pour faire des suggestions. La règle 5, donc, c'est des cours qui sont disciplinaires. Par exemple, un étudiant qui voudrait apprendre plus sur les virus, bien, il va être capable, parce qu'il y a un cours de virologie ici, donc dans cette option disciplinaire. Il y a aussi des stages supplémentaires. Donc, on a le stage de première année qui s'insère dans cette règle pour vous permettre, par exemple, de faire un stage à l'intérieur de la première session, de le faire créditer dans votre cheminement et dans l'option finalement disciplinaire. Donc, voilà pour les options. Comme j'ai mentionné, si vous avez des questions, vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Qui nous amène au profil? Donc, il y a des profils dans le programme, donc on essaie de rendre ça très intéressant puis aller chercher un peu les divers intérêts des étudiants. Il y a des intérêts qui sont présents, qu'on sait qu'au niveau entrepreneurial, je pense que c'est quelque chose qui vous est présenté au secondaire, au cégep, puis même à l'université. Donc, à l'Université Laval, il y a un excellent profil entrepreneurial
et on l'a intégré dans le programme. Ça vous permet de faire des cours, donc des cours complémentaires. Il y a 9 crédits qui sont intégrés dans le baccalauréat avec ça, puis qui amènent un peu à développement de projets. Donc, de projets, par exemple, un projet scientifique, un projet technologique. Ça peut être technologie scientifique, communautaire, création d'une entreprise, par exemple, et autres. Donc, ce qui est intéressant avec le projet, c'est qu'on l'intègre à l'intérieur des stages. Donc, les étudiants peuvent faire à l'intérieur d'un stage, par exemple, ils développent une technologie à l'intérieur du stage, bien, ils pourraient structurer ça à l'intérieur d'un profil entrepreneurial. Donc, c'est super intéressant. Puis, c'est, comme j'ai mentionné, c'est très, très bien encadré par les gens au niveau du profil entrepreneurial, puis la direction de programme. Question, y a-t-il une possibilité de compléter un des stages internationaux? Oui, on va voir ça tantôt. Puis, ça sera répondu. OK, parfait. Ariane a répondu à la question. Donc, oui, donc là, on arrive à la possibilité d'aller à l'étranger. C'est sûr que comme chercheur, on va si vous vous développez comme chercheur, même Ariane, quand on va faire une maîtrise, ça fait une maîtrise, elle va aller à l'international, c'est sûr. On est demandé à aller présenter, par exemple, à l'international. C'est très important pour les formations des étudiants d'être formés aussi à l'international plus tard dans la formation, mais avec le bac en sciences biomédicales, on vous offre quand même la possibilité de partir à l'international lors de votre formation. Puis ce qui est nouveau depuis cette année avec le programme, donc Ariane n'avait pas la chance d'avoir ce profil, mais maintenant les nouveaux des premières années actuelles, ils l'ont, donc le profil international qui permet de faire des échanges de sessions, donc des sessions avec actuellement 3 universités, dont un qu'on a signé un accord, puis les 2 autres, on travaille avec eux pour faire les accords. Donc, il permettra de faire une session à l'étranger. La session qu'on est en train de cibler, c'est dans la 2e année, la première session, donc la 3e session du baccalauréat. Soit à l'Université de Bordeaux, en France, donc super place, super intéressant. C'est sûr que si vous aimez du vin, ça va être la place pour vous. L'Université de Fribourg, en Suisse, donc un excellent endroit dans les montagnes qui a une université très, très intéressante parce que c'est une taille humaine, pas une grande université, une université qui encadre bien les étudiants. Puis l'Université catholique de Louvain, qui est à Bruxelles, donc permet d'être quand même dans un endroit assez exceptionnel pour faire un stage à l'intérieur d'un programme de sciences biomédicales très, très, pas stage, mais une session à l'intérieur d'un programme de sciences biomédicales très, très bien établi. Et oui, donc, on est capable de faire les stages, la possibilité de faire les stages, spécialement le stage terminal à l'étranger, soit au niveau des accords qui sont faits avec ces universités, ou bien à l'intérieur d'un lieu qu'un étudiant trouverait. Donc, par exemple, si Ariane décide de faire son stage en Allemagne l'année prochaine, elle trouve un lieu, un laboratoire d'accueil, elle vient me voir, on discute, elle aurait la possibilité d'aller faire un stage dans ce milieu-là. Donc, il y a des étudiants chaque année qui le font et on travaille avec eux pour s'assurer du milieu d'accueil, travailler un peu aussi toute la documentation et existe aussi à l'université, soit via ces accords de profil international, soit via d'autres mécanismes, d'être capable d'avoir des bourses pour défrayer certains des coûts d'aller à l'étranger pour faire soit la formation ou bien au niveau d'un stage. Ça va... Bon, je vois des questions. Donc, est-ce possible pour un étudiant, après avoir terminé le bac, directement au doctorat? Non, ça, c'est impossible. C'est très, très... J'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu, là. Mais il est possible de faire commencer une maîtrise puis faire un passage au niveau du doctorat. C'est quasiment la même chose. Puis ici, c'est mieux que faire un passage direct parce que tu as toujours la maîtrise. Le gros problème avec faire un passage directement au doctorat, c'est si jamais que ça ne marche pas au doctorat, puis ça arrive, l'étudiant n'a rien. Il faut qu'il revienne en arrière et qu'il fasse une maîtrise. Tandis qu'ici, à l'Université Laval, l'étudiant va commencer une maîtrise, puis il va faire cette transition maîtrise-doctorat et aura la maîtrise lorsqu'il va faire la transition vers le doctorat. Donc, minimalement, l'étudiant a un diplôme de maîtrise dans son bagage. Les étudiants en sciences biomédicales sont préparés à ça, faire cette transition super bien. Je n'ai aucune inquiétude pour les étudiants qui diplôment pour être capables de faire la transition maîtrise, oui, puis ils sont super bien préparés pour être capables de faire la transition maîtrise-doctorat. Et d'ailleurs, plusieurs le font.
C'est très, très, très rare qu'on voit des étudiants rédiger une mémoire de maîtrise, ceux qui veulent faire des doctorats. Donc, ils font la transition directe, ça va super bien. Et comme j'ai mentionné tantôt, l'avantage pour l'étudiant, c'est qu'il y a une maîtrise. Donc, ça va, Francine? Oui. OK, parfait. Donc, les stages, et c'est là que la formation se fait pour les étudiants en recherche. Puis c'est quoi la recherche à l'Université Laval, spécialement la recherche en santé? À la faculté de médecine, vous allez voir, si vous allez faire un petit tour là, vous ne trouverez pas grand laboratoire. En réalité, vous ne trouverez pas de laboratoire de recherche, vous allez trouver des laboratoires de formation, spécialement le laboratoire d'anatomie. Puis vous ne trouverez pas beaucoup de laboratoires de formation parce que, comme j'ai dit, nous autres, c'est en sciences et génie pour faire des manipulations biochimiques, biologie moléculaire. À la faculté de médecine, tous les chercheurs, donc tous les professeurs-chercheurs qui font de la recherche, ils sont ailleurs. Donc, ils sont comme moi, dans un laboratoire à l'extérieur de l'Université Laval, dans les centres de recherche, dans les centres hospitaliers. Okay? Donc, quels centres hospitaliers? Bien, presque tous les centres hospitaliers et tous les grands centres hospitaliers ont des centres de recherche qui sont affiliés. Moi, je fais partie du CHU de Québec, donc le centre de recherche du CHU de Québec. CHU de Québec, c'est 5 grandes hôpitaux ici à Québec, donc le CHUL, il y a l'Enfant Jésus, l'Hôtel-Dieu, Saint-Sacrement et l'autre que j'ai oublié, en tout cas, Saint-François d'Assise. Donc, qui ont tous des centres de recherche. Donc, à l'intérieur des murs de l'hôpital, il y a une section qui est centre de recherche dans laquelle travaillent des chercheurs. Okay? Comme j'ai mentionné, moi ici, à côté de l'Hôtel-Dieu, je suis dans un bâtiment. Ceux qui connaissent le Vieux-Québec, c'est l'église Saint-Patrick. À l'intérieur de l'église Saint-Patrick, j'ai mon laboratoire. Okay? Donc, je fais ma recherche ici. Puis, oui, je suis affilié à la faculté de médecine. Donc, je suis professeur, directeur de programme. Je peux aller là, j'ai un bureau que je vais aller pour rencontrer des étudiants du programme, mais beaucoup de mes activités sont au niveau du centre de recherche. Donc, ma formation d'étudiants ici à maîtrise, les stagiaires qui vont venir, c'est ici au niveau du centre de recherche. C'est la même chose pour l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Pareil, ils ont un centre de recherche et plusieurs chercheurs à l'intérieur de ce centre de recherche-là travaillent en cardiologie et en pneumologie. Il y a l'Institut universitaire de santé mentale et le centre de recherche cerveau. Le centre de recherche cerveau, c'est un des plus grands centres de recherche dédiés à la recherche sur le cerveau, donc en neurosciences au Québec, au Canada, puis même à l'international. Donc, c'est quand même des grands centres de recherche qui, finalement, fournissent ce côté recherche à la faculté de médecine. Si j'étais dans le domaine médical, y a-t-il moyen de créditer certains cours? Je ne comprends pas exactement la question. Oui, dépendamment de la formation qui a été faite avant, il y a des cours qui peuvent être crédités à l'intérieur d'un programme de sciences médicales. Ça dépend toujours des cours. Ça dépend où le cours a été fait. Puis c'est quelque chose qu'on peut analyser avec l'étudiant quand il intègre dans le programme. Donc oui, c'est possible. Mais on ne le fait pas pour un étudiant qui n'est pas admis. Lorsque l'étudiant est admis dans le programme, on regarde un peu le dossier. Puis s'il y a possibilité de faire des aménagements puis des équivalences, on est capable de travailler là-dessus. Même si l'étudiant a fait une formation, par exemple, je peux vous donner comme exemple, il y a un étudiant qui est venu chez nous, elle a fait une formation de sciences biomédicales, par exemple, en Europe, on a crédité certains cours. Donc, ça pourrait être la même chose pour un étudiant qui a une formation médicale. Mais c'est quelque chose qu'on doit regarder. Avons-nous accès au marché du travail avec un bac? Ça, on va le voir à la fin. Donc, Lauriane, peut-être une présentation là-dessus tantôt. Ça va? OK. Donc, pour nous, c'est ça. Tous ces milieux de recherche, les chercheurs, les professeurs-chercheurs, ça nous donne des possibilités de faire des stages. Puis, faire des stages des stages d'été qui sont rémunérés, soit directement par les laboratoires ou via des bourses. Donc, vous pouvez faire ces stages à chaque année de la formation. Comme j'ai mentionné, des stages en première année, deuxième année, troisième année. Il y a aussi les immersions qui sont des stages. Ils ne sont pas rémunérés, mais quand même, c'est des accès à ce milieu de la recherche. Donc, les stages courts en immersion que Ariane a parlé tantôt. Ce qui est important de dire, c'est que oui, on peut faire des stages à l'extérieur de Québec, mais à Québec, il y a quand même à la faculté de médecine, uniquement la faculté de médecine. On ne parle pas de faculté de pharmacie, médecine dentaire et sciences et génie. Vraiment, faculté de médecine, 460 chercheurs, professeurs-chercheurs qui sont présents. Donc, ça fait plusieurs milieux de recherche à intégrer.
Même s'il y a 200 étudiants dans le programme total, parce que bon, ça bouge beaucoup dans le programme, je dirais 80 x 3, ça ne fait pas 200, mais il y a des étudiants qui changent, puis c'est bien comme ça. Mais quand même, on est capable d'intégrer les étudiants dans ces milieux de la recherche, donc à Québec comme tel. Mais il y a des étudiants qui peuvent aller, par exemple, dans d'autres facultés, et à chaque année, il y en a. Ils peuvent aussi sortir de Québec. Puis, par exemple, un étudiant de Montréal pourrait faire un stage à Montréal ou quelqu'un de Québec qui va aller à Montréal faire un stage. C'est possible aussi. Il y a des milieux de recherche là-bas, beaucoup. Puis aussi ailleurs au Canada, puis à l'international aussi. Donc, c'est ça. Donc, c'est quand même un milieu qui est riche pour nos étudiants stagiaires. On arrive à les placer. C'est très rare qu'un étudiant n'arrive pas à se trouver une place. C'est sûr qu'en première année, c'est différent, c'est plus compliqué, mais quand même, annuellement, on place environ une vingtaine, 20-25 étudiants en première année au niveau des stages de première année. Et de plus en plus à chaque année. Donc, pour la vie étudiante, avant de passer vers les professions, je vais laisser la parole à Ariane. Oui, donc c'est ça, dans le fond, la vie étudiante, là, ça vient vraiment compléter tous les cours, les stages intéressants qu'on a parce que c'est bien beau étudier, mais il faut faire autre chose aussi. Donc, si on commence vraiment la vie étudiante dans le programme de sciences biomédicales, on a le RESBUL que je vous ai mentionné au début, là, que je suis coordonnatrice. Donc, j'ai mis la photo là, de notre comité en ce moment. Donc, c'est vraiment nous qui va organiser tout plein d'activités pour les étudiants, que ce soit des activités sportives, on fait la distribution de cadeaux dans le temps de Noël et tout ça. Puis, surtout, on va faire des activités de réseautage qui vont permettre aux étudiants d'aller vraiment parler avec des chercheurs, se trouver des stages ou tout simplement avoir des contacts dans le futur. Donc, on a, par exemple, une soirée vin fromage pour ça. On a une soirée clinique pour voir vraiment plus le côté, justement, clinique de la recherche. Donc, c'est ça, on fait vraiment plein d'activités comme ça là, pour complémenter les cours. Puis sinon, j'ai aussi mis le logo du réseau d'aide, la béquille, parce que c'est important d'avoir justement un réseau d'aide. Puis la béquille, dans le fond, c'est des étudiants bénévoles qui sont formés pour ça, pour écouter les étudiants dans le besoin. Puis il y a un comité vraiment là, en sciences biomédicales. Puis sinon, la béquille, c'est quelque chose qui est dans toute la faculté de médecine, là, donc qui est vraiment là pour aider les étudiants. D'ailleurs, si on va dans la vie étudiante, dans toute la faculté de médecine, on a le RAESUL, qui en fait est le rassemblement des associations étudiantes en sciences de la santé. Donc, tout comme nous, ils organisent des activités tout au long de l'année, sauf que eux, leurs activités, ça va vraiment concerner toute la faculté de médecine. Donc, par exemple, ils organisent le FESUL, qui est un festival étudiant qui va mettre toutes les bacs un contre l'autre, donc dans différentes activités. Et il y a l'annuel fresque qu'on doit faire et je l'ai mis juste par plaisir parce qu'on n'avait pas le talent, mais on s'est bien amusé en la faisant. Puis c'est ce qui rend d'ailleurs, si vous allez vous promener sur l'université, là, dans les tunnels, vous allez voir tout plein de fresques sur les murs. Puis c'est en grande partie là, à cause de ce festival-là qu'il y a à chaque année. Dans la faculté de médecine, on a aussi l'Exocytose, qui est notre café étudiant. Donc, ils vont nous permettre là, vraiment d'avoir du café, des pâtisseries pour pouvoir faire de la distribution dans notre programme. Donc, c'est encore une fois une activité bien intéressante, surtout en mi-session et fin de session, quand on est tous un peu fatigués. Puis, autre que la faculté de médecine, à l'université en général, il y a quand même plusieurs services là, pour les étudiants. Donc, on a premièrement le PEPS que vous connaissez probablement. Donc, pour tout ce qui est activités sportives, les étudiants ont accès aux piscines, aux pistes de jogging, au patinage. On peut aussi réserver des terrains si on veut faire des parties, par exemple, de volleyball. Sinon, on a le SPLA, qui est le service de placement de l'université. Donc, ça peut vous aider pour trouver des stages, trouver des emplois. Donc, si vous avez un peu de misère justement pour les stages, c'est toujours bien de leur écrire pour ça ou de regarder les offres qu'il y a sur leur site. Et finalement, on a la CADEL, qui est un peu le même principe que le RAESUL, sauf qu'au lieu d'être les associations étudiantes de juste la faculté de médecine, la CADEL s'occupe de toute l'université. Donc, lors de l'accueil des étudiants là, à la rentrée, c'est eux qui vont faire, par exemple, la distribution des agendas. Puis, s'il y a des problèmes là, à la rentrée, c'est souvent eux qui vont gérer ça.
Puis, encore une fois, j'ai mis la photo du réseau d'aide de l'Université Laval parce que des fois, on peut trouver que la béquille, c'est un peu trop personnel vu qu'on est un petit bac et tout, puis quand tout le monde se connaît ou presque, là. Donc, il y a quand même un réseau d'aide vraiment à l'Université Laval en général qui peut vous aider. Donc, vraiment, on est super bien encadré, euh, autant dans les activités sociales, sportives, puis il y a vraiment plein de choses qui sont organisées. Donc, ça rend vraiment la vie étudiante là, super intéressante. Merci beaucoup, Ariane. Donc, vous voyez quand même une université intéressante pour les activités et aussi au programme. Puis je dois dire qu'avec des étudiants comme Ariane et le Resbull, les étudiants quand même font des super activités. C'est très agréable. Puis s'organisent aussi pour aider les étudiants entre eux. Puis je pense que c'est ça qui a été très, très important pour nous au niveau du programme à l'intérieur de l'année des pandémies, les années de pandémie, parce que finalement, on est rendu à quelques années. Donc, pour aider les étudiants à l'intérieur d'une structure qu'on tente d'apprivoiser, qu'on tente de travailler avec. Donc, le tutorat beaucoup, comme j'ai mentionné au début, pour aider les étudiants dans les divers cours. Donc, la diplomation, après la diplomation, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a plusieurs choses qui se passent. C'est un peu la chose qu'on a le plus de misère à discuter. Et puis oui, Lauriane, on peut-tu faire des choses après le bac? On a-tu besoin d'une maîtrise? On a-tu besoin d'un doctorat? On a-tu besoin d'autres choses? Toutes les réponses sont bonnes. C'est là qu'on a un petit peu de misère à structurer une réponse qui est très claire et concise parce que, par exemple, un programme en pharmacie forme des étudiants pour être pharmaciens, principalement. Pas d'autre chose que ça. Nous, on forme des étudiants pour faire de la recherche. La recherche s'applique à quoi? Ça s'applique à tout. Donc, les compétences que vous allez développer dans le baccalauréat vont vous servir dans peu importe le domaine que vous allez aller. Puis, je le dis, ça a l'air, tu sais, on dit ça quand les étudiants sont jeunes à l'école, au secondaire, au primaire. Pourquoi que j'apprends ça? Ça va-tu me servir un jour? Mais je peux vous dire que ce que vous allez apprendre dans le baccalauréat va vous servir. Puis va vous servir peu importe le domaine que vous allez choisir. Mais vous pouvez choisir des domaines, puis oui, beaucoup de choses passent par des études supérieures en recherche pour devenir comme moi. Donc, oui, il faut passer par la maîtrise, il faut passer par le doctorat. Pour enseigner à l'université, on n'a pas le choix d'avoir un doctorat pour enseigner à l'université, par exemple. Donc, ça, c'est obligatoire. À l'Université Laval, on a quand même des excellents programmes de formation supérieure au niveau des maîtrises. Énormément de maîtrises à la faculté de médecine, seulement à la faculté de médecine. Okay? La manière que ça fonctionne beaucoup au niveau de la recherche, c'est qu'on va intégrer un programme de deuxième cycle selon le domaine qu'on est dedans en recherche. Par exemple, dans mon cas, là, je vous montre ces deux-là, donc biologie cellulaire et moléculaire, sciences cliniques et biomédicales. Par exemple, c'est les deux programmes dans lesquels je suis attaché. Okay? Donc, mes étudiants vont dans ces deux programmes-là. Parce que leur formation, je considère que ces programmes-là permettent d'avoir une formation pour faire la recherche que je demande dans mon laboratoire, okay? Au niveau de la maîtrise et du doctorat. Il y a aussi les programmes de neurosciences, santé publique, réadaptation. Les étudiants vont intégrer les programmes de réadaptation, biostatistique d'ailleurs. De plus en plus, nos étudiants s'intéressent à ce domaine-là. Épidémiologie, beaucoup de recherches cliniques qui se fait. Les étudiants peuvent intégrer ces laboratoires. Même des programmes comme kinésiologie, les étudiants s'intéressent beaucoup plus au mouvement du corps humain au niveau de la maîtrise, intègrent avec un chercheur qui travaille là-dessus, ils vont intégrer un programme de kiné. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de programmes au niveau de la faculté de médecine. Et aussi les étudiants qui commencent une maîtrise, par exemple, on pense toujours, oh, c'est long, c'est beaucoup de travail. Hein? Oui, c'est beaucoup de travail, oui, ça peut être long. Aller jusqu'au doctorat, puis par la suite, c'est très long. Mais en réalité, il faut vous considérer ça un peu comme une job. À partir des études graduées, c'est un peu ça. Ça devient une job, puis on est payé pour faire cette job-là. Donc, on intègre un laboratoire. Tous les étudiants qui intègrent des laboratoires de recherche à la faculté de médecine, ils sont payés. Donc, ils reçoivent un salaire. Que ce soit au niveau de la maîtrise ou au doctorat. Puis, ils peuvent aussi recevoir des bourses. Donc, c'est vraiment très intéressant ce côté-là. D'ailleurs, les étudiants de sciences biomédicales ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès pour aller chercher des bourses de maîtrise et de doctorat. Comme j'ai mentionné tantôt,
Ils sont capables vraiment d'intégrer une maîtrise en courant, on pourrait dire ça, parce qu'ils sont bien formés pour être capables de bien intégrer les maîtrises, spécialement en recherche, et passer au niveau du doctorat. Le soutien financier peut aller jusqu'à combien? Bien, au niveau de la maîtrise, c'est autour de 20 000. Au niveau du doctorat, c'est autour de 30 000. Il y a des bourses qui peuvent aller jusqu'à 50 000 au niveau du doctorat. Donc, c'est quand même intéressant. C'est des bourses, donc pas d'impôts. Donc, oui, il y a plus que juste les maîtrises de recherche. Donc, il y a aussi des maîtrises en formation supérieure professionnelle. Donc, les étudiants peuvent intégrer les divers programmes de MBA en administration des affaires. Donc, c'est un programme que j'ai vu plusieurs étudiants intégrer et réussir très, très bien. Donc, on a eu un étudiant qui est venu présenter aux premières années hier, elle a fait un MBA, puis elle a dit comment est-ce que sa formation lui a aidé à faire cette formation de MBA. Les maîtrises en orthophonie, audiologie, donc c'est des maîtrises de formation professionnelle et ils acceptent des étudiants qui ont passé par le programme de sciences médicales, puis qui ont ajouté, par exemple, un microprogramme sciences de langage à leur formation qui s'intègre dans le baccalauréat pour permettre de faire les cours qui mènent à ces deux maîtrises. Il y a aussi des maîtrises, par exemple, qu'on parle beaucoup, cette option conseiller génétique, que les étudiants peuvent s'intégrer. Donc, après le baccalauréat, c'est une maîtrise qui forme des conseillers génétiques. Les conseillers génétiques vont travailler dans plusieurs milieux, beaucoup au niveau des centres de reproduction, des centres de fertilité pour s'assurer que les deux personnes, c'est cohérent pour ne pas avoir de maladies génétiques au niveau des enfants. Donc, ils travaillent beaucoup dans ce milieu-là. Et aussi, cette formation qu'on ne connaît pas tellement bien, mais qu'on peut intégrer, c'est intégré au niveau du programme de sciences biomédicales, spécialement à l'Université de Montréal, mais il nous intègre aussi l'accès des étudiants qui ont le bac vers cette DESS, qui est quasiment un doctorat, donc c'est un diplôme d'études supérieures spécialisées en perfusion extracorporelle. Donc, c'est les perfusionnistes qui travaillent dans les hôpitaux que vous avez déjà vus. Donc, eux, ils sont formés à l'intérieur d'un DESS ici. C'est des étudiants normalement qui proviennent de programmes comme les programmes de sciences médicales. Ils n'en acceptent pas beaucoup par année, mais ils acceptent des candidats qui proviennent des programmes de sciences médicales. Donc, ça, c'est pas mal si vous voulez faire une maîtrise. Si vous ne voulez pas faire de maîtrise, oui, vous pouvez accéder à des carrières. Donc, avec les baccalauréats, oui, on peut devenir, par exemple, professionnel de recherche. On peut devenir chercheur parce qu'on a des aptitudes de recherche. Donc, chercheur à un niveau, c'est sûr, pas comme moi, mais qui travaille dans les laboratoires. On peut devenir représentant. Il y a mes étudiants qui était stagiaire, qui a fait un baccalauréat, je crois, en biochimie, comme sciences biomédicales. Mais lui, il fait de la gestion de produits de laboratoire pour une compagnie nationale, internationale, donc avec un baccalauréat. Aussi, les compagnies pharmaceutiques aussi peuvent engager des personnes qui ont des baccalauréats, une formation scientifique quand même, une expérience scientifique, parce que vous allez l'avoir, cette expérience-là. Donc, c'est plus facile pour les étudiants parce qu'ils, oui, ils ont un bac, mais aussi une expérience qui est attachée au bac. Ils n'ont pas juste des cours. Donc, ils ont des stages, des activités de formation dans des milieux de recherche, connaissent le milieu de recherche. Mais ceux qui ont des maîtrises et des doctorats, oui, donc chercheurs dans les laboratoires publics, le gouvernement, les universités, centres de recherche, comme j'ai mentionné, dans les laboratoires privés, pharmaceutiques, biotechnologie. Professionnel de recherche, un exemple de professionnel de recherche, c'est celle qui est dans mon laboratoire. Elle a fait le programme de sciences biomédicales, elle a fait un stage dans mon laboratoire, elle a fait une maîtrise dans mon laboratoire, puis elle est devenue ma professionnelle de recherche. Donc, elle est avec moi depuis 3-4 ans maintenant comme professionnelle de recherche. Ça va super bien, c'est mon bras droit et mon bras gauche. C'est elle qui fait tout dans le laboratoire, formation des étudiants, tous les manips qu'on doit faire, les expériences qu'on doit faire. Donc, c'est elle qui gère tout ça, l'entretien du labo pour s'assurer que tout fonctionne bien. Il est chargé de projets scientifiques ou cliniques, donc il y a plusieurs différents chargés de projets, des gens qui sont demandés de faire des projets de recherche, des programmes de recherche à l'intérieur des laboratoires, plus que juste des processus de recherche. Ils vont planifier, ils vont travailler des demandes de subventions avec des chercheurs pour
gérer des projets de recherche ou aussi des projets cliniques, donc avec des cliniciens pour gérer des projets cliniques. Donc, recrutement de patients, protocole, analyse, tout, même les demandes de subventions, ils vont les faire avec, par exemple, des cliniciens, donc des médecins. J'ai parlé des représentants tantôt. Donc, il y a aussi des conseillers, des liaisons scientifiques, beaucoup au niveau des compagnies pharmaceutiques. Les liaisons scientifiques sont le lien entre la recherche et la clinique. Donc, savoir ce qui se passe en clinique, puis les besoins cliniques, les comprendre, puis ensuite de ça, aller à la compagnie, dire, OK, il y a un besoin ici, qu'est-ce qu'on développe? Oui, on développe un produit, puis ensuite de ça, retourner au niveau de la clinique, puis expliquer, bien, on est en train de développer tel produit, c'est intéressant pour telle maladie, voici pourquoi, voici la cible, être capable de l'expliquer. C'est un domaine qui accueille des étudiants pour avoir plus qu'un bac, vous comprendrez, mais maîtrise, doctorat. On a eu une présentation hier d'une étudiante, une ancienne étudiante du programme qui a une maîtrise, qui travaille comme liaison scientifique pour une compagnie pharmaceutique. Donc, j'en connais plusieurs qui font ça, plusieurs de mes collègues quand j'ai fait mes études. Rédacteur scientifique, ça prend des personnes qui comprennent la science pour être capable de rédiger des documents scientifiques, soit pour des journaux, soit pour des journaux spécialisés, mais même des journaux de vulgarisation, à la télé, à la radio, des personnes qui savent parler science. C'est important. Donc, je mentionne découverte, par exemple, ils ont besoin de personnes qui savent parler science, puis qui sont capables de comprendre et décortiquer cette science-là pour que les personnes peuvent le présenter. Okay. Professeur, enseignant, chargé de cours. Professeur comme moi, oui, ça prend une maîtrise. Oui, ça prend un doctorat. Parce que des étudiants, on va enseigner au niveau du bac, oui, mais on va enseigner au niveau de la maîtrise puis le doctorat. Donc, si on a un bac, on ne peut pas enseigner à un étudiant de doctorat. Ça ne fonctionne pas. Donc, il faut avoir un doctorat. Donc, à l'Université Laval, il faut avoir un doctorat. Par contre, pour être professeur dans un collège, ça n'a pas besoin d'avoir un doctorat. On peut, mais ce n'est pas nécessaire. Être enseignant, par exemple, au secondaire. Donc, il y a des étudiants qui vont aller faire une formation comme enseignant, puis devenir enseignant au niveau du secondaire, en sciences, par exemple. Chargé de cours, donc chargé de cours d'université, et ça existe. Souvent, c'est des étudiants qui ont des maîtrises et des doctorats, ils vont enseigner au niveau du bac, beaucoup. Donc, chargé de cours. Donc, voilà. Si vous voulez savoir combien d'années d'université que j'ai pour être professeur-chercheur, beaucoup. Donc, maîtrise, doctorat, post-doctorat, formation après le doctorat pour faire beaucoup, beaucoup de recherche, pour se former dans notre domaine de recherche, environ 3, 4, 5 ans. Donc, moi, j'ai 4 ans de bac. Vous avez le collège, moi, je viens du Nouveau-Brunswick. Donc, 4 plus 2 de maîtrise à peu près, 1,5, 2, 5 de doctorat, 4, 3, 4 post-doc. Donc, vous pouvez faire le calcul, mais on ne le voit pas passer. Ça fait partie de notre vie, c'est notre carrière. Donc, il ne faut pas le voir comme étant de l'étude. Ce n'est pas la même chose que vous avez fait jusqu'à maintenant au cégep, au secondaire. Ça va pour tout le monde? Lauriane, ça va? J'ai bien expliqué? Bon. Donc, ça nous amène vers la fin. Puis, on est là pour vous répondre à vos questions.